à vous d'être là et à ceux qui nous écoutent. J'ai intitulé cette bref exposé Entre moi et je. D'une certaine manière, quand le corps est face à l'adolescent ou l'adolescent face à son corps, en hommage à Annie Biro. Ce que je vous demanderais, c'est d'entendre moi et d'entendre je, non pas du point de vue psychanalytique, en particulier le moi de la seconde topique, mais d'entendre simplement moi comme dans le langage courant quand on dit c'est moi. Voilà, aussi banalement que cela. Un papa, ce pourrait être aussi une maman, porte sa fille Camille dans ses bras, âgée de 5 ou 6 mois, et passe devant un grand miroir. Attiré par cette image, il s'arrête, contemple la scène avec plaisir, puis il se met à sourire. Il sourit parce qu'il constate que Camille a le regard fixé sur le reflet du visage parental. Elle regarde son papa. En général, quand on est devant un miroir, on commence par se regarder. Amusé parce qu'il prend pour une méprise, le papa enchaîne quasi simultanément 3 conduites qui se déroulent donc en même temps. De son regard, il va chercher le regard de sa fille dans le reflet de son propre visage, le sien. Puis il détourne son regard pour le porter sur le reflet du visage de sa fille, comme s'il cherchait à piloter le regard pour le porter sur Camille. Ensuite, il pointe du doigt sur ce reflet et en même temps, il dit là, regarde, c'est Camille. Où elle est Camille? Pilotée par le regard parental, en même temps qu'elle voit le doigt qui pointe et entend la parole qui nomme, le regard de Camille s'est détourné du visage parental pour se fixer sur le reflet de Camille. Camille vient de recevoir sa première leçon identitaire. Détaillons-la. Où elle est Camille? Question innocemment perverse, car qu'est-ce qui est désigné? Le reflet ou le corps propre? Où est vraiment Camille? Mais une certitude, ce qui est désigné, c'est le corps, ou plutôt l'image du corps, son reflet. Dans cette séquence très ordinaire de la vie quotidienne, le corps représente l'axe objectal, support de la désignation d'une identité débutante, cette part autre, à la fois désignée, nommée par un autre, mais flottante entre le reflet et sa matérialité. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'identité est une double tromperie, puisqu'elle provient de la désignation par un autre sur une image de soi, le reflet dans le miroir, qui n'est pas soi. Double processus d'altérité dans ce mouvement fondateur que j'ai nommé la première présentation au miroir. Pourquoi Camille regarde son papa? C'est une évidence. Lors des premières présentations devant le miroir, le petit enfant regarde en priorité ce qu'il connaît bien, le visage parental. Son propre visage lui est méconnu. Par cette désignation, il apprend à Camille à reconnaître ce visage. Comment se termine cette courte séquence? En général, amusé, le parent serre un peu plus fort son enfant dans ses bras, une embrassade, et parfois lui fait un bisou. Ce faisant, il reporte sur son enfant, sur le corps du petit enfant, l'affection qu'il porte à l'enfant vrai, et pas seulement à l'image. Il libidinalise et identifie le corps de son enfant et non pas son image. Il crée un lien entre l'image de soi et l'investissement du corps propre. Il ne viendrait à l'idée d'aucun parent bien portant d'embrasser le miroir. Réfléchissez à ça. Lors de cette première présentation au miroir, le parent révèle à son enfant l'unité de son corps. Autour du même âge et ou un peu plus tard, parents et enfants vont jouer de façon répétitive à ce jeu de pointage bien connu où le parent pointe sur un objet qui suscite l'intérêt de l'enfant avant que ce dernier ne se mette lui-même à pointer le doigt. Le parent commentant l'objet, « Oh, tu as vu, il est beau, le hocher, etc. » Le parent offre à l'enfant la beauté du monde. Précédemment, quand Camille avait 2 ou 3 mois, mère et enfant jouaient à ces jeux des imitations croisées où, comme le dit Winnicott, le visage de la mère est le premier miroir de l'enfant. Ce dernier ébauche un sourire, la maman en miroir porte un vrai sourire sur son visage, ce qui entraîne un sourire franc sur le visage du bébé. Puis la maman déclare « Ah, tu souris, tu es content ?» Elle avait intronisé son enfant comme un partenaire interactif. Tu es, et avait nommé ses affects, content. Quant au stade du miroir, il y reviendra beaucoup plus tard, vers l'âge de 15-16 mois, 16-18 mois, seul dans son Yupala, et c'est ce que décrit bien Lacan, seul dans son Yupala, cette espèce de truc avec des roulettes, le petit passe devant le miroir, et là se reconnaît, et il y a
mouvement d'attention jubilatoire, bien décrit par Lacan. Cette attention jubilatoire ne pourrait advenir que si la première présentation au miroir a eu lieu, me semble-t-il. Précisément, venons-en au langage maintenant. Concernant ce langage, on suit la succession d'apparitions des formules pronominales et on constate que la première qui est utilisée, c'est le tu. Tu souris, tu es content. Voilà. Et la suivante, en deuxième lieu, c'est le il ou elle est. Où elle est, Camille? Où elle est, la girafe? C'est le elle. Il est beau, le hocher. Pour ce qui concerne l'enfant lui-même, l'image de son corps, le reflet, puis son corps propre, le bisou et l'embrassade sont des objets par lesquels transite ce processus d'identification. Mais où est le jeu, JE? Il ne viendra que bien plus tard, beaucoup plus tard, lorsque ce petit enfant, vers 26-28 mois, commence à jouer régulièrement au jeu de faire semblant. Affairé à son jeu, l'enfant donne à manger à son poupon. Ce dernier accepte le biberon ou la cuillère, puis soudain, il la refuse. On voit le petit enfant insister pour que son poupon accepte. Que se passe-t-il? Notons qu'au même moment, cet enfant qui marche, court et grimpe est de plus en plus souvent confronté au non parental. Non, ne touche pas, non, ne fais pas ça, non, arrête. En même temps que lui-même refuse. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas faire cela. Le non devient un véhicule interactif assez fréquent à cet âge, marque du besoin de différenciation. Revenons au jeu de faire semblant. L'enfant joue un double décalage. Il sort de lui-même pour s'imaginer être la mère qui donne le biberon et il identifie le poupon à lui-même qui commence à accepter puis finit par refuser. Il est à la fois la mère qui donne et le bébé qui refuse. S'il est souvent silencieux, j'attribue cependant un dialogue interne à ce petit enfant qui, dans son double mouvement d'identification à la maman d'abord, fait dire « mange » et au bébé poupon ensuite fait dire « non, je ne veux pas ». Une constatation clinique, le jeu JEU de faire semblant est un prérequis pour le développement du langage et l'apparition du jeu JE dans le langage. Une hypothèse psychodynamique, le jeu JE est d'abord un refus, une négation, une clôture de sur soi, besoin de se protéger et de se différencier. Tout jeu commence par dire non. Dans le développement du langage, le je, JE, n'apparaît qu'en troisième position. Il est le repli réflexif sur soi, du tu, puis du il. Tu manges, il ne veut pas, je ne veux pas. C'est dans ce dialogue interne que le je commence à apparaître, raison pour laquelle, lorsqu'on demande aux parents l'âge auquel leur enfant a commencé à dire je, ils ont les plus grandes difficultés à le préciser. Ce qui n'est pas le cas pour la marche, ou le début du langage, ou les premiers pas, ou les premiers noms. Par contraste, le corps du petit enfant est le lieu de désignation objectale, support du il ou du elle parental. Où elle est, Camille? Là encore, dans l'évolution du langage, il est fréquent que les enfants commencent par se nommer à la troisième personne ou par leur prénom. Camille veut, Camille elle veut, reprise en miroir du langage parental avant précisément qu'ils ne se nomment soit Camille ou disent je veux. C'est moi qui veux. Donc voilà, donc Camille, c'est moi qui veux, je veux. On n'étudie pas assez la complexité à pouvoir dire je pour un enfant. Pendant quelques semaines, la période des jeux de faire semblant, ce moi viendra au secours du jeu, JE, comme pour en soutenir une émergence. Moi, je, ceci. Énoncé en général en face du parent, comme dans un désir de différenciation, affirmation, plus que comme une pensée. Ici, ces descriptions des premiers stades du langage, l'adolescence. Pour le petit enfant qui n'a pas encore lu Freud et ne connaît pas sa seconde topique, le reflet du visage puis du corps ainsi désigné représente ce que j'appellerais l'axe narcissique objectal dans cette ambiguïté de sa future identité. Narcissique parce qu'il s'agit de son corps propre de l'enfant, objectal parce que cette part provient d'un autre, la nomination, et d'un ailleurs, le reflet. Le terme « moi » est utilisé pour désigner cette part intermédiaire dont on pourrait dire qu'elle correspond à l'ère transitionnelle de l'identité. Part flottante entre le reflet, sa nomination et sa matérialité. C'est moi. D'ailleurs, le petit enfant aime désigner les parties de son corps, de son visage en particulier, en réponse à la demande parentale, où il est ton nez, où sont tes oreilles, etc.
Ce jeu de désignation qui amuse beaucoup l'adulte et l'enfant s'appuie sur le questionnement parental. Montre-moi, pour retourner ce moi sur le corps propre de l'enfant dans un processus d'identification en bascule. Ce même enfant le fait quand il joue au jeu de faire semblant, identification d'abord corporelle pré-symbolique, pourrait-on dire. Avec plaisir, il se désigne volontiers, retournant l'index sur lui pour dire « c'est moi ». Je pense qu'il nous reste des traces de cette sémantique. Lorsque dans le langage courant, on recourt à l'expression « moi », la référence au corps et à l'image du corps n'est pas très éloignée, différente bien entendu de ce qui signifie le « moi » de la seconde topique freudienne. Tout autre est l'usage du jeu. On l'a vu dans la petite enfant, l'apparition du jeu dans son langage est plus délicate à saisir et il semble que celui-ci en fasse un usage modeste, sinon homéopathique. En effet, le pronom « je » est, au plan linguistique, une particule complexe, représentation très fluctuante, puisque dans le discours parlé comme écrit, « je » ne désigne pas une personne particulière, identifiée comme telle, mais toute personne qui est en train de parler ou d'écrire. En quelque sorte, « je » se réfère à n'importe qui. « Je » est personne. Mais en suivant le contexte de son émergence, à l'instant où l'enfant commence à l'utiliser, le « je » se place du côté de la négation. Non, je ne veux pas. Une affirmation en creux qui illustre la puissance attractive et fascinante du négatif. Le négatif est ce qui caractérise celui qui parle. En s'affirmant, dans la négation, le sujet s'érige en individu. Le jeu est une abstraction, une inexistence existante. Raison pour laquelle son utilisation nécessite ce temps de réflexivité. Il prend naissance dans le refus d'abord, quand l'enfant s'y sent autorisé, puis avec l'adolescence dans une réfutation des pensées de l'autre et une revendication d'une pensée propre, non contaminée par autrui. C'est la définition de la subjectivation. Avant d'en arriver chez l'adulte à l'énoncé subjectif de sa pensée ou de sa volonté. En revanche, moi est une présence immédiate, concrète, marqueur d'une réalité, au sens où l'enfant devant le miroir réalise « c'est moi », bien qu'initialement ce fût par le truchement, comme je l'ai dit. Le moi est une concrétisation. L'enfance est ce temps où l'être humain, dans ses premières années, s'approprie peu à peu ce moi corps, mais où il est encore incertain de l'existence de son jeu. On peut tenir ce jeu comme le marqueur essentiel du principe de réflexivité, exigeant que celui qui se désigne en retournant l'index sur son corps dise « c'est moi », puis en même temps penser cet acte de retournement pour en faire un acte de réflexion et se dire pas seulement « c'est moi », mais surtout « je suis en train de me désigner, de me penser moi-même ». Ce jeu est la part subjective de l'identité, celle qui est placée sous le G, subjectum, définition de sujet, par opposition à la part objective, objectum, face au G, le moi. Le moi est objet face au G, le jeu est subjectum, sous le G. L'affirmation du moi précède l'émergence du jeu, comme l'évolution du langage le confirme, et il existera toujours une tension entre ce moi et ce jeu. Éprouver cette tension, trouver les mots pour la dire, pouvoir la nommer et en faire un récit, telle est la tâche de l'adolescence. La difficulté pour l'adolescent est que cette prise de conscience subjective survient précisément au moment où la définition de ce moi-corps semble se dérober, devenir incertaine, fluctuante sous l'impact de la puberté. D'où la fréquente utilisation de l'adolescence du miroir, comme s'il avait encore besoin de recourir à cet objet de désignation. Et je trouve que le titre de l'ouvrage d'Annie Biro, l'adolescent face à son corps, elle nous met cette position du miroir intérieurement. Donc, le moi, ce socle identitaire sur lequel reposait le fragile jeu de l'enfance, vacille. Qui, pour une traversée, a envie de s'embarquer dans un esquif qui prend l'eau? Devant le miroir, l'adolescent se regarde. Il voit son visage, le détail, cherche son profil ou le bouton d'acné aperçu hier, puis le regard perdant son acuité inquisitoriale et se faisant plus rêveur, la question surgit. Qui suis-je? Comment faire coïncider ce moi
sous son regard et ce « je » dans son regard. Comme pour une projection cinématographique en 3D, l'adolescent cherche les lunettes qui lui permettra de supprimer ce décalage. Longtemps, l'enfant délègue à son ou ses parents la question de sa propre identité. Il est le fils d'eux, la fille d'eux, et socialement, cette identité est inscrite sur le passeport parental. Pendant tout le temps de l'enfance, ce moi et ce je n'ont pas de lien direct chez l'enfant lui-même. En revanche, ils sont liés par le truchement du discours parental sur la famille qui produit une narrativité donnant à l'enfant son assise transgénérationnelle. Les mythes familiaux décrits par les systémiciens ou les thérapeutes familiaux sont un exemple paroxystique de cette narrativité quand elle devient rigide. L'enfant s'objective en disant « c'est moi qui fais » et se subjective en disant « non, je ne veux pas ». Mais toujours en regardant ses parents, ce regard qui est la trace indélébile du lien social, et en attendant de son parent qu'il mette les mots pour le dire. En investissant sa pensée de pensée, l'investissement libidinal de la pensée dans la théorie freudienne, la pensée abstraite de second niveau dans la théorie piagétienne, la métapensée dans les théories de la cognition, l'adolescent cherche à expulser l'autre de ses pensées pour en devenir le seul dépositaire, tout comme l'enfant veut agir de son propre chef. C'est moi qui pense cela, ce sont mes pensées. Je pense, se dit l'adolescent. Ce fantasme de développer une pensée propre, et je vous rappelle que la définition de la subjectivation par Raymond Kahn, c'était la capacité à développer une pensée propre. Ce que Marcelli, toujours provocateur, disait, une pensée propre, c'est une pensée pas cochonne. Donc, par définition, dégagée de la problématique oedipienne. Une pensée qui ne soit pas contaminée par l'autre et rend compte de la susceptibilité paranoïde de beaucoup d'adolescents et de sa propension aux thèses complotistes. Tout comme le jeu, la métapensée est d'abord un refus qui prend dans la vie courante cette allure de phase d'opposition bien connue des parents et qui a même été érigée en entité nosographique par ce fameux DSM. En disant non, JE, conforte son existence. Mais hélas pour lui, ce jeu ne peut s'appuyer que sur un moi fragilisé par la métamorphose du pubertaire, du corps. Ce corps incertain qui se transforme et se dérobe. Concentre sur lui les craintes paranoïdes, suspicieuses et persécutrices. Ce moi-corps, devenant incertain, complique la tâche identitaire de l'adolescence en rendant plus aléatoire le travail de recouvrement, de coïncidence que je viens d'évoquer, entre la part corporelle, objectale de l'identité, le moi, et la part psychique, subjective de celle-ci, le je. Si l'identité repose sur un sentiment de mêmeté, comme Paul Ricoeur l'évoque, lequel passe par le truchement de la narrativité, comme Peter Fonagy nous le suggère, alors il est possible de dire que le récit produit par l'adolescent a pour fonction de faire en sorte que cette mêmeté assure le lien entre ce moi et ce je par l'intermédiaire de ce moi-même. La tâche de l'adolescent tourne autour de ce moi-corps d'un côté, je psyché de l'autre, moi-même narratif. Et on pourrait dire moi, je, même, ME. Dans le travail d'identité-identification, moi-corps représente la part objectale, je psyché la part subjectale et moi-même narratif la part symbolique, celle qui permet de nouer ensemble les deux premières parties et qui donne à celui qui se raconte ainsi le sens de sa propre existence, de sa propre unité. Encore convient-il, que l'adolescent puisse intérioriser la narrativité familiale et se l'approprier ou s'en dégager et se construire sa propre narrativité sans que celle-ci ne soit une menace pour les mythes familiaux. Toutefois, à juste titre, entendre les deux sens phonétiques de cette formule, moi, je, même, MEME, peut s'entendre aussi comme moi, je, même, M'-AIME, et c'est l'investissement libidinal du moi d'un côté, du je de l'autre, qui permet de faire la suture. Mais malheureusement, il y a un grain de sable dans l'aventure pour l'adolescent. Il y a le grain de sable irritatif du sexuel génital qui vient brouiller les cartes. Ce sexuel génital qui, par son surgissement, crée une néo-réalité qui fait que jamais ce ne sera pareil qu'avant. Et qu'il faut donc assurer cette continuité, cette mêmeté, tout en intégrant cette nouveauté irréductible. Donc là, il y a, à défaut d'investir ce lien de libido, d'aimer, sachant l'ambivalence inhérente au fonctionnement psychique, en cas d'adversité,
lorsque justement cette grain de sable devient trop gros, l'adolescent peut trouver un équivalent dans le « moi, je haïr ». Moi, je me hais. La construction narrative de l'adolescent est alors imprégnée de déliaison, une haine qui maintient la coupure et par clivage peut prendre comme cible soit le moi-corps, anorexie mentale, soit le je psyché, atteinte du fonctionnement psychique, façon négative d'empêcher la liaison. Ce grain de sable, effectivement, a une consistance et une grosseur variables pour chacun. Ainsi est suspendue au moins pour un temps la contrainte développementale en négativant les effets de la puberté, haine du corps, ou du fonctionnement psychique pubertaire, haine de la pensée, afin d'assurer l'illusion d'une mêmeté existentielle infantile. Le surgissement de cette surprise pubertaire n'a pas eu lieu. Poussé par ce moi-corps devenu sexué, le je psyché doit se séparer, se désengager de ses liens aux objets oedipiens, selon la formule de Peter Bloss. Le soi-même narratif revendique son individualité, double mouvement condensé dans la formule du même auteur, la seconde phase de séparation-individuation, où il est possible de dire que l'individualisation procède de la désignation du corps, mouvement qui provient de l'extérieur, le geste qui désigne, tandis que l'individuation procède de l'intérieur, de ce « je » cherchant le chemin de sa différenciation. On pourrait dire que « je » refuse de confondre ses pensées avec celles de ses parents, ce qu'on pourrait décrire de façon oedipienne comme le refus de coucher ses pensées sur celles de ses proches. Plus le jeu est érigé en seigneur de la guerre identitaire, plus l'expulsion de l'autre devient primordiale, plus le corps devient outil de ce besoin d'affirmation identitaire. Je saute l'exemple que je voulais donner parce que ça serait beaucoup trop long et j'en arrive à la conclusion. Pendant la traversée de l'adolescence, l'être humain est nécessairement confronté à une série d'événements, de rencontres, d'étonnements, de flottements, d'inquiétudes, dont le grain de sable de l'arrivée du sexuel génital, qui provoque d'intenses émotions, mobilise des ressources affectives et cognitives. Relations nouvelles aux parents, éloignement du domicile, relations amicales différentes, émotions amoureuses naissantes, désirs confus, rêveries dérangeantes, découverte de territoires inconnus, choix de filières scolaires, etc., etc. Pour affronter ces divers micro-événements, il doit recourir à une construction narrative qui lui assure un sentiment de cohérence et de continuité, donnant sens à sa vie passée et future. Construction narrative qui repose sur la réduction de tensions entre le corps et la psyché, permettant le nécessaire recouvrement entre le moi et le je, une alliance apaisée. Mais ces micro-événements peuvent devenir autant de micro-traumatismes potentiels, et si de plus l'environnement se fait hostile, tel que par exemple ses parents qui traitaient cette jeune fille de refroidie, si l'environnement se fait hostile, dans ces cas-là, alors l'être humain n'arrive plus à recruter les ressources nécessaires pour les surmonter puis les assimiler. La tension conflictuelle ne fait que croître. Lorsque les obstacles sont trop nombreux ou trop puissants, moi et je se font la guerre et se fragmentent. L'être humain perd sa cohérence. Au mieux, le moi fabriquant des symptômes dont le sens échappe au je. Au pire, le je basculant dans une destructivité haineuse de lui-même et du moi-corps. Le soin à l'adolescence, par-delà toutes les diversités techniques, consiste précisément à accompagner l'adolescent en lui proposant, suggérant, susurrant les mots, les représentations propices à construire cette narrativité. L'important est que cette narrativité soit la sienne, que les mots soient les siens, ceux qu'il choisit dans la palette qu'on lui offre, afin qu'il puisse découvrir non pas tant les mots pour le dire, qui est une interprétation du psy et qui est une construction intellectuelle, que les mots pour se dire, qui est une création de l'adolescent lui-même, création de son soi-même par le truchement de la présence d'un autre, ici le thérapeute. Merci.